Nous allons reprendre donc immédiatement. Bienvenue à cette deuxième demi-journée de ce colloque intitulé La liberté d'offrir un avenir professionnel. Je vous rappelle que c'est la deuxième étape d'un temps de réflexion au réseau. Premier temps, ce numéro d'éducation permanente à l'écrit. Deuxième temps, collectif, aujourd'hui oralement, avec des conférences, des ateliers animés par des experts, des interactions. Je crois que c'est extrêmement important dans cette période extrêmement speed, il n'y a pas d'autre mot, de pouvoir se poser de temps en temps et de réfléchir grâce à des apports extérieurs. C'est ça aussi l'innovation, c'est s'enrichir de ce que font les autres et voir comment on se positionne par rapport à ça. Et justement, dans cet esprit-là, nous avons convié un expert, qui est aussi un collègue finalement, pour une conférence intitulée « Apprenance et relations pédagogiques à l'ère du numérique ». C'est Denis Christol. Donc avant qu'il me rejoigne, pourquoi Denis Christol ? Pour la simple et bonne raison que c'est un expert pour tout ce qui est innovation pédagogique, apprenance, intégration du numérique. Première raison, vous êtes nombreux à connaître ses ouvrages, on en a parlé tout à l'heure. Deuxième raison, c'est également le directeur de la formation du CNFPT, qui est aussi un très grand réseau et qui est aussi, Denis en parlera peut-être tout à l'heure, un réseau aussi impacté par les réformes en cours. C'est pour ça qu'on va immédiatement laisser la parole à Denis Christol, que je vous demande d'applaudir, pour le développement de l'apprenance. Et je vous rappelle que vous pouvez envoyer des petites suites, des messages pour les questions-réponses juste après. Bonjour à tous. Alors, juste petit rectificatif, je ne suis pas encore directeur de la formation. Si ma directrice entend... non, je suis directeur de l'ingénierie, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Donc, ma collègue et complice m'a dit, pour réveiller un auditoire au début d'une conférence, il faut faire un geste comme ça. Chut. Alors, est-ce que vous pouvez le faire avec moi ? Paraît-il que ça marche. Elle m'a dit, alors on va tester. Chut. Bon, bah merci, ça a l'air de marcher. Rapidement, d'où je parle. Donc, je suis directeur de l'ingénierie du CNFPT. Je suis également chercheur associé à Paris-Ouest avec Philippe Carré, qui est un des promoteurs de l'apprenance. Terme qui a probablement, qui est antérieur à Philippe Carré. Trocmé Fabre nous parle du métier d'apprendre. Il y a également un syndicaliste qui s'appelle Berger, qui a également promu l'apprenance, et d'autres personnes dans le champ de l'organisation apprenante qui ont également fait émerger ce terme. Le CNFPT, rapidement, c'est 2400 agents, dont 600 conseillers formation. C'est pas 4000, mais 14 000 formateurs externes. Il y a un qui a sauté, donc 14 000 formateurs externes. Et vous verrez dans mon propos tout l'enjeu qu'il y a par rapport à ça. C'est 850 000 fonctionnaires publics territoriaux formés tous les ans. Donc ça, c'est quand je rencontre des Américains, je leur donne ce chiffre pour faire le malin. Ça marche toujours un peu parce que 850 000 personnes, c'est une énorme usine à formation. C'est 256 métiers, dont des métiers du bâtiment, bien entendu. Et puis, c'est 50% de notre offre qui est désormais numérisée, avec un niveau de numérisation, je vous en parlerai. Je voudrais faire d'abord un petit rappel. Ça, c'était en 2005, élection du pape. Vous y étiez tous, vous vous souvenez de ces images. Élection du pape. Jean-Paul II, de mémoire. Et puis après, on a Benoît. Qu'est-ce qui vous marque entre les deux photos ? Les tablettes. Voilà. Entre 2005 et 2013, le taux d'équipement a explosé et ça ne cesse de continuer. Quand on posait la question au début du numérique, on demandait à une salle qui possède un téléphone portable, et vous aviez la moitié de la salle qui levait la main. Et maintenant, si je dis, mais qui possède 3 équipements électroniques ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? 3 équipements électroniques. 3 ou plus, bien sûr. 3 ou plus. Et là, c'est pratiquement toute la salle qui lève la main. On voit comment les outils numériques ne cessent d'exploser dans nos vies. Et les statistiques, alors vous pouvez trouver les statistiques sur le CREDOC, qui est le baromètre le plus actualisé, nous montrent une continuité, une constance dans ces éléments-là.
Dans ce cadre-là, je me suis posé à un moment donné de ma carrière la question de savoir qui a des bonnes connaissances en la matière, et je me suis dit, je vais aller au Québec. Les Québécois ont une solide réputation en pédagogie, et j'avais le projet de prendre les RTT, réduction du temps de travail. J'avais cumulé des tas de jours dans ma vie que je n'avais jamais pris. Et là, j'ai pris 6 semaines d'un coup, et je suis allé là-bas au mois de février. Je connaissais personne, sauf le professeur Roussel, qui est un enseignant à Sherbrooke. Et il m'a accueilli sur le tarmac de l'aéroport à Montréal. Il faisait moins 30 degrés. Je ne le connaissais pas. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'accueilles? Moi, français, je ne viendrai pas accueillir un prof que je ne connais pas. Il m'a dit, je ne peux pas faire autrement que t'accueillir. Ce n'est pas possible de faire autrement, il fait trop fret. Et du coup, c'était mon accueil dans la région. Alors j'aime les Québécois, hein, je me moque gentiment de leur accent, mais je les porte depuis ce temps-là dans mon cœur. Ils ont changé ma vie, vraiment. Pendant les 6 semaines que je suis resté là-bas, j'ai rencontré près de 50 personnes. J'allais étudier les communautés d'apprentissage numérique. C'était ça mon objet. Et puis, de l'un à l'autre, j'ai pu rencontrer tout un ensemble d'enseignants, de professeurs. J'ai rencontré le doyen de l'Université de Québec. Je ne connaissais pas. Hein. Essayez de rencontrer le patron de la Sorbonne ou d'une grande université française dans la semaine, et si vous ne connaissez pas, vous verrez ce qui peut se passer. Là-bas, vous rencontrez les gens. Parce que vous posez des questions et parce que vous vous intéressez à eux. Hein. Il y a quelque chose de cette nature. J'ai rencontré des dirigeants de banques, j'ai rencontré l'underground pédagogique de Montréal. Hein. Il se passe des tas d'happy morning où les gens vont danser avant d'aller travailler. Enfin, une ambiance très, très particulière. Moi, ça m'a vraiment étonné. Et du coup, ce que je voulais étayer, c'était les formes d'enseignement sont constitutives des formes de société qui conditionnent le vivre ensemble. On parlait de Célestin Freinet, hein, qui avait vécu la guerre. Moi, j'avais aussi en tête John Dewey, qui est un philosophe et pédagogue américain, qui fait la démonstration, et je pense que la pédagogie du projet, par projet, avec des projets dans tous les sens possibles, est une vraie opportunité. Et John Dewey montrait ce lien entre la pédagogie du projet, la pédagogie active, et comment on établit une société. Je voulais aller voir comment on établit une société démocratique, et je voulais aller voir ça. Donc j'y suis allé. Donc j'ai potassé avant de partir, hein, j'ai lu beaucoup, hein, je suis un peu chercheur, donc j'ai lu toutes les références, articles, pour essayer de me mettre à l'écoute de mon milieu, pour observer. Et donc j'ai rencontré tout un tas de business schools, HEC Montréal, Polytechnique, avec des ateliers qui fabriquent de la réalité virtuelle, qui fabriquent les outils de demain. Et ce qui me marquait, c'était pas forcément la puissance technologique ou la qualité pédagogique, qui était très très forte, hein, c'était pas ça, mais c'était la haute qualité relationnelle. Partout où je passais, j'étais accueilli comme un ami. Mais vraiment, alors je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça là-bas, mais pour moi maintenant c'est comme ça tout le temps. Hein. Et, j'étais accueilli, j'ai été invité 25 fois à déjeuner, à dîner, j'ai été invité 2 fois en week-end, j'ai donné des conférences alors qu'encore une fois je ne connaissais personne. Donc j'ai vraiment été saisi par cette haute qualité relationnelle. J'ai rencontré les fameux Paillettes et Champagne. Alors, je ne sais pas si certains les connaissent. C'est des créateurs d'une méthode pédagogique qui s'appelle le co-développement professionnel. Si vous ne connaissez pas, regardez, c'est super. Et puis quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais moi, j'ai plus d'argent, j'ai payé mon voyage de ma poche. Il me dit, bah, viens te former chez nous, tu vas voir ce qui se passe. Et je suis allé une journée entière pour comprendre un peu ce qui se passait. Donc, il y avait cette ouverture à la curiosité. Il y avait une puissance de l'altérité, de l'accueil de l'autre qui m'a vraiment marqué et qui me marque encore. Et je viendrai après de cette expérience personnelle pour vous dire comment ça rebondit dans mon environnement professionnel. Donc je me suis fait passer pour un étudiant, j'ai étudié à HEC Montréal dans la bibliothèque qui est très bien fournie, hein, donc très intéressant. J'ai pu écrire un bouquin au fur et à mesure que j'étais là-bas, puisque comme il faisait très froid,
À 4h30, 5h, tout est noir. Donc, moine soldat, je travaillais, je rencontrais les gens, j'étudiais et j'essayais de comprendre ce que je voyais. Je faisais un peu œuvre d'anthropologue, de comprendre ces mystérieux pédagogues québécois qui avaient tant, pour moi, tant de puissance d'agir, tant de puissance d'entraîner. Revenu en France, je me suis dit, il ne me suffit pas d'écrire un livre, j'ai envie de partager cela. Alors, je me suis testé à créer un site internet pour partager l'enseignement du voyage. Et j'avais rencontré une personne que vous connaissez peut-être qui s'appelle Charles Évard, qui est le patron d'une petite école en Normandie. Vous le connaissez. Un gars très sympa, et il m'a dit « Mais moi, j'ai monté mon site internet, j'y connaissais rien, et en faisant avec des tutoriels, j'ai réussi à faire quelque chose. » Alors, je me suis dit « Si lui peut le faire, moi aussi. » Donc, je me suis auto-formé et j'ai fabriqué mon petit site internet qui était très très modeste, hein, mais mon objectif, c'était vraiment de partager ce que j'avais vécu, ce que j'avais ressenti. Et je me suis inspiré d'une méthode alsacienne qui s'appelle le Stammtisch. Je ne sais pas s'il y a des germaniques dans la salle. Y a-t-il des germaniques? Oui, Stammtisch, vous connaissez? C'est intraduisible. C'est la table où les amis se retrouvent. En fait, une de mes collègues du CNFPT me dit « Mais nous, en Alsace, on a une tradition, c'est qu'il y a une table des amis et sur cette table-là, tout le monde peut se retrouver et à heure régulière, on partage, on échange et on n'a pas besoin de se donner rendez-vous, on sait que c'est la table des amis. » Alors j'ai inventé ça près de là où j'habite, à Paris, hein, place Clichy, au café Vepler, et j'ai fait paraître sur les réseaux sociaux eh bien, j'ai envie de partager avec vous une expérience que j'ai vécue qui était très forte. Et alors, à votre avis, alors j'ai dit aux gens, je serai tous les samedis, pendant 2 mois, présent dans ce café. À votre avis, qu'est-ce qui a pu se passer? Personne n'est venu? Oui. Tout le monde est venu. Alors, on va trouver un juste milieu, si vous êtes d'accord. Il y a une trentaine de personnes qui est venue. Et c'était vraiment étonnant. Donc j'ai testé. 30 personnes sont venues. Alors c'était des demandeurs d'emploi, des étudiants en recherche de stage, mais également des coachs, des DRH, le patron d'une plateforme informatique chez Orange. Des tas de gens passionnants sont venus. Et je leur ai dit, ben voilà, moi j'ai envie de partager, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, il y a une personne que j'ai rencontrée, qui était pratiquement ma voisine de rue, hein, qui s'appelle Jocelyne Turpin, qui était une entrepreneuse. Et elle me dit, mais c'est vraiment intéressant ce que tu fais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis, on est entré en contact avec une personne qui était en Suisse, qui était sur les réseaux sociaux, mais qui ne pouvait pas venir. Et on a créé une communauté d'apprentissage pour partager, à partir du petit site internet que j'avais développé, pour partager nos savoirs. Et là, c'est assez extraordinaire ce qui s'est passé parce que on a réussi à fabriquer des petites vidéos où on donnait envie aux personnes de nous rejoindre pour animer des cercles d'apprentissage. Au passage, la méthode des cercles d'apprentissage est une méthode qui est très connue en Norvège et qui date d'après-guerre, où les familles, les gens se réunissent sur des sujets d'intérêt communs et s'enseignent mutuellement. Donc c'est un mouvement, un apprentissage social, un apprentissage de proximité, et les gens s'enseignent mutuellement les uns les autres, et il y a une culture du cercle d'apprentissage. Et dans cette initiative qu'on a menée, eh bien, il y a une vingtaine de personnes qui ont été d'accord pour animer des cercles d'apprentissage partout dans le monde francophone. Partout dans le monde francophone. Donc on a des cercles d'apprentissage qui se sont montés au Québec, en Belgique, en Suisse, dans plusieurs villes de France. Je vois Marie-Christine qui est là, Toulouse. Et donc l'idée, c'était, on se réunit et on apprend de 3 façons différentes. D'abord, sur le site, il était proposé des défis d'apprentissage. Donc on se donnait l'idée de comment augmenter la haute qualité relationnelle, comment apprendre à apprendre, comment faire en sorte que les uns et les autres, on s'inclut mutuellement. Donc c'était des choses comme ça. Le processus était un petit peu libre, c'est-à-dire qu'il y avait une autodirection collective de l'apprentissage.
C'est très perturbant pour des personnes de s'auto-organiser, d'être dans un rapport de gratuité, puisque tout était gratuit, de choisir le lieu où ils enseignent, où ils s'enseignent mutuellement, et puis de trouver des règles communes. C'était un vent de liberté très fort. Notre cercle d'apprentissage s'est appelé « Apprendre ensemble ». Aussi simplement que ça, 20 cercles se sont créés et ont réuni plus de 800 personnes. Donc, c'est quelque chose d'assez incroyable. Moi, j'en revenais pas. Pendant la période où ça s'est passé, je faisais ça le matin, en général de 6h à 8h du matin, envoi de newsletter, alimentation du site, organisation de webconférences. Et j'apprenais, en même temps que je faisais tout cela, toutes les techniques et tous les outils numériques utiles pour animer un collectif à distance. Mais en gardant en tête ce que j'avais appris des Québécois, c'est-à-dire la haute qualité relationnelle le plus possible. Donc une personne arrive, comment je l'inclus? Elle est importante, c'est un leader du groupe, comment on fait? Et ça, c'était quelque chose qui était extrêmement fort. Voilà, donc création, donc on essayait de tenter des co-apprentissages. Alors par exemple, il y avait des défis qu'on se donnait, c'était aller dans la rue, rencontrer un inconnu et nouer conversation. Alors sur le papier, c'est super facile, mais pour de vrai, c'est facile, pas pour tout le monde. Testez-le et voyez ce que ça donne. La première personne qui passe. Pour moi, ça a été une bande de jeunes à casquette qui étaient sur le bord de la rue. J'étais en costume cravate ce jour-là. Et puis je me dis, bon, je vais me faire l'exercice puisqu'on a décidé ça ensemble. Je vais les voir et puis je dis, bonjour, je fais un exercice pour essayer d'apprendre avec mes amis. Qu'est-ce que vous pourriez me dire de la ville dans laquelle vous êtes? Et là, les jeunes, ils me disent, oh, nous, on est en apprentissage, monsieur. Et ce qu'on voit, c'est que les trottoirs, ils sont mal posés, les handicapés, ils ne peuvent pas passer. Ah. Et dans ma tête, les représentations mentales que j'avais sur les jeunes, ils en avaient pris un rude coup. C'est-à-dire que l'expérience, et ça c'est très fort dans John Dewey, c'est l'expérience qui nous émancipe, c'est l'expérience qui nous fait changer. Ce n'est pas parler de l'expérience, c'est de la vivre pour de vrai. Et ça, c'est un élément très fort en matière de pédagogie que j'ai développé et renforcé. C'est cette idée de l'expérience vécue, sensible, s'immerger dans le réel. Et ensuite, nos cercles d'apprentissage permettaient de débriefer ce type de situation pour pouvoir parler avec les autres et se raconter qu'est-ce qu'on avait ressenti et qu'est-ce qui avait bougé dans nos croyances et dans nos façons de penser. On a ensuite créé un corpus qui existe toujours et qui est toujours en ligne, avec une 50aine de vidéos sur qu'est-ce que ça veut dire pour les uns et les autres apprendre ensemble. Donc c'est des petites vidéos, on a appris à utiliser nos smartphones les uns les autres pour capter, faire des petits entretiens avec les professionnels qu'on rentrait et sentir un petit peu quelle était leur expérience. Et puis, après, de mon côté chercheur, j'ai mis tout ça dans une note pour une revue de recherche. Voilà. Donc, moins de 30 degrés, 6 semaines, une expérience intéressante. Ça m'a aussi indiqué que les Canadiens étaient très intéressés à développer la formation à distance, parce que quand il fait froid, moins de 30 degrés, je peux vous assurer que là, ça a du sens, la formation à distance. Alors, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que je peux transposer cette initiative personnelle dans mon milieu professionnel, puisque mon organisme de formation, 850 000 personnes, une grosse plateforme, beaucoup de stagiaires. Alors, nous avons, 70% d'agents de catégorie C, agents exécution ouvriers. Nous avons ensuite plus de 23% d'agents de catégorie B, techniciens intermédiaires, agents de maîtrise, et puis le reste, ce sont les cadres, environ 7% de cadres. Donc comment transposer cette expérience que j'avais vécue dans mon administration, le Centre national de la fonction publique territoriale? Alors, la première chose, ça a été de me dire, créer une communauté d'innovateurs. Donc, en 2016, l'idée, ça a été de dire, ce que j'ai envie, c'est de partager ça avec des gens qui sont convaincus. Un des éléments clés qui m'a marqué, c'était la motivation. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Ce que me disaient les Québécois, vous connaissez la différence entre la motivation intrinsèque et extrinsèque. Donc, c'était de faire grandir cette motivation intrinsèque. Créer des communautés inclusives,
des communautés qui restaurent des liens sociaux, des communautés qui sont tournées vers le futur. Donc c'est ce que j'ai commencé à travailler en interne, avec ce qu'on a appelé innovateur public. Alors innovateur public, innovateur c'est toujours un terme un peu suspect. J'essaye de l'utiliser de moins en moins. Je parle plutôt de diversification des apprentissages maintenant que d'innovation. C'est plus raisonnable parce qu'on ne refait que réinventer des choses qui existent. Et même avec les technologies, parfois on ne fait que dupliquer ou accélérer des travers sans vraiment les transformer. Donc on a créé des recrutements des vidéos pour recruter nos innovateurs. On a fait des ateliers, on a alimenté notre plateforme, on a créé tout un ensemble de dimensions. Tout ça, c'était appuyé sur un terreau qui existait avec des communautés. Donc on a une communauté qui existait déjà un petit peu, qui est notre coopérative pédagogique. Au passage, elle est dépensée avec l'argent de nos impôts. Donc si vous avez besoin, vous avez 500 ressources pédagogiques pour vos formateurs, pour vos intervenants, complètement libre d'accès. Vous tapez e-communauté, communauté avec un S, CNFPT, sur un moteur de recherche, vous y accédez, vous vous connectez et vous avez là toutes les méthodes d'intelligence collective, numérique, en groupe, c'est Creative Commons, allez-y. Citez juste le CNFPT de temps en temps pour dire où vous avez pioché les ressources, mais tout ça est gratuit. Et puis on fait un séminaire, un webinaire, tous les jeudis, un jeudi sur deux, pardon, de 17h à 17h30, pour présenter des outils pédagogiques, tout ce qui va permettre à un intervenant de basculer et puis d'intégrer cette culture. Donc cette Learning Expedition dont je vous ai parlé, ce Stammtisch, ce cercle d'apprendre ensemble, donc on avait plus de membres effectivement en ligne que physique, rédaction d'un ouvrage, création d'un laboratoire d'apprentissage, je vous en parlerai après, mais il y a un point pour moi qui est essentiel, c'est la transformation de la pédagogie par l'espace. C'est-à-dire que l'espace, c'est une forme d'architecture invisible qui joue sur nos façons de penser, et c'est incroyable comment ça fait bouger les choses, mais je viendrai à ce détail après. Puis, on a commencé à travailler en interne pour se sensibiliser aux pédagogies numériques. On a fait des hackathons, on a fait ensuite des formations en cascade des intervenants, c'est-à-dire qu'on faisait des séminaires au niveau national pour s'emparer de ces méthodes collaboratives, de ces pédagogies numériques, et ensuite on demandait à nos collègues de les diffuser sur les différentes régions de France, pour qu'ils puissent à leur tour tester ça. Et puis on a créé également une université de l'innovation, et cette université de l'innovation est partie de l'idée des défis. C'est-à-dire qu'on observe, vous connaissez les territoires, alors nous on a une blague dans la fonction publique territoriale, qu'est-ce qui se passe quand on écrase le millefeuille, Vous avez entendu parler du millefeuille, les communes, les départements, les régions, les intercommunalités, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on écrase le millefeuille? La crème sort. Bon, voilà un amateur de millefeuille. C'est ce qui se passe actuellement, puisque vous avez 15 milliards d'euros en moins pour la fonction publique territoriale, ça ne se voit pas. Mais sachez que 40%, par exemple, des directeurs généraux de services de collectivités sont en train de perdre leur job. Ils étaient directeurs de collectivité, maintenant ils sont directeurs de la culture ou directeurs de la voirie, ou ils font autre chose. Et évidemment, celui qui aspirait à devenir directeur de la voirie, il ne sera pas directeur de la voirie, il sera que chef d'équipe ou contremaître. Donc vous avez une sorte de tension sociale qui est très très forte actuellement dans la fonction publique, liées à ces restrictions, à ces regroupements de territoires, le passage de 22 à 13 régions. Vous voyez, ça crée des soubresauts assez vifs qui nécessitent d'aller beaucoup plus vers une dimension collaborative, une dimension... alors, un des intervenants parlait de smart skills, donc des compétences malines, d'adaptation, de créativité, d'apprentissage. Et donc, à travers cette université de l'innovation, on essaie de développer cela. Cette université de l'innovation, c'est un outil d'aide à la transformation des pratiques dans les collectivités territoriales, et elle est basée sur ce que j'avais ressenti au Québec, c'est-à-dire on part de sujets très concrets, on ne fait pas de cours théoriques, on part de sujets concrets. L'adduction de l'eau de tel village, ça ne colle pas, et il faut qu'on y travaille. Donc traditionnellement, pour traiter ça, on envoie les 2-3 techniciens se former.
Et puis, ils apprennent des choses. Et ensuite, ils reviennent. Puis après, ce n'est pas pareil que ce qu'ils ont vu en apprentissage. Vous connaissez le principe. Et dans le principe des défis territoriaux, eh bien, on crée une équipe projet, qui va travailler à concrètement trouver des prototypes et des solutions. Et elle va même plus loin puisqu'elle va travailler à fabriquer ses propres méthodes de résolution de son problème. Et là, ça devient plus intéressant parce qu'on renforce l'autodirection de l'apprentissage. Vous savez, c'est une des conditions de la motivation, l'autodirection de l'apprentissage, mais à un niveau collectif. Donc, on donne à un collectif le pouvoir de décider de ce qu'il a envie d'apprendre et de comment il va s'y prendre pour apprendre. Et pour que ça fonctionne, on met en place des designers, des facilitateurs en intelligence collective et tout un ensemble de gens qui ne sont plus des formateurs, mais qui vont aider les participants à traiter de leurs propres problèmes. Cette université de l'innovation, on l'a montée il y a maintenant 4 ans. On avait 120 personnes il y a 4 ans, et cette année, on va avoir 1900 personnes sur 13 sites, avec 150 défis. Et tout ça, ça part d'une seule idée, c'est la haute qualité relationnelle mise à chaque porteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un principe de déploiement où un chef éclairé du siège social dirait « voilà ce qu'il faut faire, c'est bon pour tout le monde ». Ce n'est pas le principe. Le principe, c'est la création d'équipes locales qui sont pénétrées du même idéal de l'intérêt général. Alors ça existe en France, dans la fonction publique, je peux vous assurer. Et ces personnes se mettent en mouvement pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les territoires sur lesquels on se situe. Ils s'auto-organisent, créent les conditions pour que les acteurs et les défis soient traités localement et puissent progresser localement. Sur ce principe-là, les gens sont pleinement en mouvement. Ils sont mis en difficulté parce qu'ils n'ont pas les méthodes, ils ne savent pas comment faire. Ils ont à se débrouiller par eux-mêmes face à l'incertitude et au flou. Et c'est justement là où on apprend les compétences de résilience, d'apprendre à apprendre, et la façon de se situer dans un processus d'apprentissage. Et un des éléments clés, c'est le support et l'accompagnement constant aux équipes qui mettent en place ces dispositifs. Donc on a, pour piloter cet ensemble, mis en place un processus sur la base de la sociocratie. Donc, je ne sais pas si certains connaissent la sociocratie. Levez la main, ceux qui connaissent la sociocratie. 2-3 personnes, ok. C'est des approches qui sont beaucoup plus horizontales dans la façon de piloter les projets, qui ne passent pas par un unique chef de projet, mais par un ensemble de cercles de décision qui se concertent en permanence. Et du coup, des décisions sont prises de façon collégiale. Et ça permet aux 400 porteurs de projets, puisque pour notre université, avec 1900 participants, nous avons 400 co-organisateurs qui se sont réunis pendant 6 mois, à raison d'une fois tous les 2 mois, pour co-construire le processus collectif. Certains d'entre vous diront « oui, mais ça prend du temps quand même, 400 personnes qui se réunissent, on n'a pas le temps ». Sauf que ça crée quelque chose qui est une puissance d'engagement, une puissance de motivation et une capacité d'intervenir sur les territoires sans commune mesure avec ce qui est fait quand vous avez un unique chef de projet qui organise tout de A à Z. On ne fabrique pas simplement de l'apprentissage, on fabrique de l'engagement, on fabrique des écosystèmes, on fabrique des réseaux, on fabrique des communautés et on fabrique ce qu'on aime appeler des territoires apprenants, c'est-à-dire des gens qui communiquent et qui sont en capacité de dépasser les silos de leur organisation habituelle, ce qui est toujours très dur dans nos organisations hiérarchiques en France, et qui arrivent véritablement à se mettre d'accord. Je vais vous proposer une petite pause pour réagir, à vous mettre par 4-5, et puis à essayer de travailler sur des questions puissantes. Qu'est-ce que tout ce que je vous raconte vous inspire ? Et si vous êtes d'accord, on va tester une méthode d'intelligence collective qu'on utilise toujours dans nos modèles, qui est l'accueil du silence. Parce que quand on lance 150, 200 personnes à parler, c'est très très dur de les rassembler. C'est même juste pas possible. Donc on a mis au point une technique où on l'a copiée. C'est simplement, si je lève la main, je vous demanderai à chaque personne qui voit ma main se lever de le faire aussi. Et si chacun d'entre vous le fait,
alors tout le monde verra qu'on accueille le silence collectivement, et normalement, on doit pouvoir revenir à un état apaisé de la salle. Ça vous va? Donc, si vous voulez vous mettre par 4-5 personnes, et essayer de construire des questions, passer des questions brûlantes à des questions puissantes, pour venir me challenger un peu sur ce que je vous ai raconté. On se donne 4-5 minutes pour fabriquer ces questions. Alors, la question, c'est bien qu'est-ce qui vous interpelle dans mon propos, hein, et donc, quelles sont les questions puissantes que vous avez envie de me poser pour aller plus loin? On en avait déjà fait un. Donc j'ai envoyé à Daniel Vic ton article. Oui, il m'a renvoyé. Ça lui allait? Oui, ça lui allait. Il y avait juste des schémas qui n'étaient pas assez clairs, donc il faut que je me démerde pour. Il m'a donné jusqu'au 18 juillet. De toute façon, on le diffusera. Enfin, je pense que ce sera novembre, octobre. Enfin, novembre, on va bien en novembre, c'est bien. D'accord, très bien. Super. Ouais. Non, mais c'est chouette que vous puissiez capitaliser, et c'est vraiment. Moi, j'aimerais bien faire ça chez moi. Bon, et on va reprendre la main. Ouais. Alors, « 12 secondes, bravo. Ça marche bien, merci. Alors, l'idée, c'est d'essayer de pouvoir poser des questions et puis de poursuivre un peu l'expérience. Qu'est-ce qui veut se lancer dans la question? Première question, oui. toujours le micro pour les prises de parole, Pierre. Toujours le micro est collé sur le menton.
On a retenu une expression qui a été parlée tout à l'heure, le facilitateur de l'intelligence collective. Et ça nous est tombé dessus comme la révélation de la journée. La question est tout aussi fulgurante, je l'espère. On s'est dit, il faudrait que tous nos formateurs, aujourd'hui nos équipes de formateurs lambda, et ce n'est pas du tout péjoratif de le dire, comment passer d'un formateur lambda à un facilitateur d'intelligence collective? Alors c'est tout un programme. Pour moi, le facilitateur en intelligence collective, c'est quelqu'un qui se donne pour mission de produire, je mets une ambition très très haute, une expérience irréversible de coopération créative. C'est-à-dire un moment tellement puissant vécu entre les individus à l'occasion d'un projet qu'ils n'ont plus envie de travailler autrement que comme ça. Et donc, pour aller dans cette direction, ça nécessite des formes d'apprentissage différentes de la transmission, mais beaucoup plus de se dire comment je vais faire pour être co-facilitateur. Déjà, j'abandonne l'idée d'être simplement facilitateur, mais je me mets co-facilitateur. Et comment je fais en sorte que les autres puissent construire du savoir, construire de l'intention pédagogique, et ne soient pas simplement à recevoir l'intention pédagogique d'un dispositif en ligne ou d'un dispositif en face à face. Donc, pour le construire, moi je m'appuie beaucoup sur une théorie sociale qui est la théorie U de Otto Scharmer, qui est un chercheur du MIT, et qui a un MOOC qui est très bien fait, qui développe la théorie U, que je vous invite à découvrir, et qui passe par un travail sur soi. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'exigeant en termes de construction de sa vocation. Ce n'est pas simplement une couche technique où je maîtrise une méthode, c'est je m'interroge. Moi, travaillant dans la fonction publique actuellement et voyant l'état du pays, j'ai 3 choses qui me concernent tous les jours où je me dis mais comment je peux faire avancer ça? C'est la crise climatique, les générations futures et les exclus. Donc à chaque fois que je peux en parler, j'en parle, et je dis à tout formateur, tout dirigeant, comment vous intégrez un petit peu, beaucoup, complètement ces 3 ingrédients. Et si on part de questions authentiques, si on part d'une intention qui est solide, avec oui, je suis dans les métiers de l'éducation parce que ça a du sens, je pense que c'est quelque chose qui facilite l'acquisition de cette posture. Ensuite, ça peut nous amener assez loin parce que ça nécessite aussi de travailler sur son corps, sur son ego, sur sa posture face au groupe et sur sa posture dans la vie tout court. Donc, c'est tout un cheminement. Je complète juste la question et après je laisse la parole à la salle. Le travail sur soi, le travail individuel, pour autant qu'il puisse se faire, il est peut-être plus facile que la transformation complète d'une société. Je veux dire, l'exemple qui était cité, c'est comment ça se passe au Canada, qui a été très inspirant, mais tout ça se crée dans une sociologie, dans un pays où la relation à l'autre est sans doute très différente de ce qu'elle est chez nous. Comment est-ce qu'on arrive aussi à modifier ça? Est-ce que c'est la transformation sur l'individu qui va modifier la société, ou est-ce qu'on modifie notre sociologie et les individus changent? Je pense peut-être que c'est un peu les deux, c'est-à-dire que c'est se transformer soi-même pour transformer le monde. On est dans des métiers d'éducation, de formation. Vous êtes en plus avec l'apprentissage, avec la jeunesse, vous êtes avec l'avenir du pays. Pour moi, c'est fondamental. Donc, c'est gardant en tête, pas simplement les robinets des financements, c'est de garder l'eau vive. C'est de garder où est-ce qu'elle va, cette eau vive. Et ça me semble très, très important de resituer l'acte pédagogique, pas simplement dans un acte d'acquisition technique, mais à chaque fois qu'on le peut, en tant que leader éducatif, vous êtes des leaders éducatifs, de dire on participe d'une histoire. La mutualisation de la formation d'après-guerre, c'est le Conseil national de la résistance. Comment on garde vivant cet idéal-là, à des moments où on peut être chahuté et chamboulé, comment on garde ça vivant? Comment, dans nos pratiques pédagogiques, on fait à chaque fois que possible un acte coopératif, un acte de collaboration, parce que chacun de ces actes-là fabrique du lien social et contribue à fabriquer du dialogue et de la démocratie. Donc moi, j'y crois très très fort. Et quand vous y croyez très fort, ça se partage auprès des autres. Et donc, on crée des bulles contaminantes. Moi, je travaille beaucoup à créer des bulles contaminantes auprès de pionniers, de groupes de formateurs, pour dire voilà ce que je crois, est-ce que vous y croyez avec moi? Travaillons ensemble sur la visée et développons nos programmes dans ce sens-là. Et à partir de là,
quand vous avez donné le désir de la mer, hein, les gens ils savent fabriquer le bateau. Merci. Merci pour votre intervention. Donc, il a été beaucoup question effectivement de partage d'expérience, du terrain, de l'importance donc du vécu. Et donc on aimerait bien revenir sur votre première intervention, qui était le besoin de comprendre son environnement. Comment aujourd'hui peut-on faire le lien entre compétences et compréhension de son environnement ? Alors, le mot compétence, c'est un mot qui date en France, qui s'est popularisé avec les accords de Deauville dans les années 90. Dans le laboratoire de recherche auquel je participe, on ne croit pas beaucoup à l'expression compétence. D'ailleurs, un des experts de la compétence, Guy Le Botterf, dans un article de 2013, il dit c'est un concept un peu délicat. Il y a plutôt des jugements de compétences que des compétences. Les référentiels de compétences ne sont pas facilement adaptables entre formation, recrutement, gestion des carrières, promotion, etc. Donc je préfère utiliser, même si le mot est très barbare, le mot de capacité qui est développé par Amartya Sen, qui est un prix Nobel d'économie et qui a développé la visée de la capacité comme étant un pouvoir d'agir effectif. Il a observé à l'occasion d'une famine en Inde que les gens avaient de nombreux droits, mais ils ne les exerçaient pas, parce qu'ils n'étaient pas en capacité de les mettre en œuvre. Et donc, dans la réflexion que nous avons dans notre laboratoire, c'est de travailler à la construction d'environnements capacitants, c'est-à-dire des environnements, et d'où la notion de l'espace, hein, l'environnement c'est aussi l'espace, qui rendent capables d'agir les apprenants. Donc, moi je suis très sensible, alors, je n'aurai pas le temps de tout présenter, mais vous voyez, aux espaces physiques en lien avec les apprentissages en ligne, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. La fluidité des espaces, donc voilà, ça c'est la maquette de notre laboratoire d'apprentissage. On a là des environnements qui, parce qu'ils sont sur mobilier à roulettes, avec des espaces numériques, vont favoriser l'horizontalisation dont je parle, vont favoriser le travail en petits groupes, et vont faire en sorte que la posture de « je sais, puis tu apprends » se dilue en faveur de « on travaille en groupe pour une cause qui nous intéresse ». Voilà comment je répondrai. Donc, moi, le lien, c'est fabrication d'environnement capacitant. C'est ça l'idée. Bonjour à vous. Effectivement, vous nous avez parlé du Québec. C'était très intéressant, votre expérience au Québec. Pour reprendre certains mots qui ont été dits par Pierre, et pour aller plus loin, on sait que beaucoup d'expériences menées au Québec ont été révélatrices. Et notamment, on peut parler de la classe inversée, je crois, de tout un tas de concepts pédagogiques qui sont nés au Québec. Les emporter avec vous, les transporter avec vous, les ramener peut-être en France, les développer en France, c'est deux choses. La première chose, c'est partager une connaissance. La deuxième chose, c'est prendre le risque que ça ne fonctionne pas chez nous, pour beaucoup de raisons qui ont été dites. Qu'est-ce qui fait, du coup, j'ai deux questions. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, et pour revenir un peu sur tout ce qui a été dit, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne là-bas et que très souvent, ça ne fonctionne pas chez nous? Et la deuxième question, ce serait, comment on peut faire pour transporter une connaissance, une compétence d'un pays à un autre et faire qu'elle fonctionne? C'est compliqué. C'est difficile. Alors, je ne saurais pas répondre à 100%. Moi, je peux vous dire juste ce que je fais dans mon expérience. Après, je ne connais pas tous les contextes. Ce qu'on essaye de faire dans notre organisme, c'est déjà, moi, j'appelle ça agir dans les interstices organisationnels. Je n'ai pas une mission officielle de transformation du corps social, des pratiques ou de la sociologie. Et pourtant, j'y crois, c'est pour ça que je le fais. Donc, je saisis absolument toutes les pistes de réunions, séminaires, rencontres, pour essayer de glisser une pratique un peu différente, une façon différente de toucher l'ambiance,
Pour vous donner un exemple, j'ai une culture très hiérarchique, très sérieuse. Eh bien, dans mon laboratoire d'apprentissage, enfin dans le laboratoire, c'est pas le mien, j'ai pris l'habitude de mettre une musique de fond. Et cette musique de fond, ça crée une ambiance. Et quand vous avez des dirigeants qui sont très stricts, en costume, cravate, vraiment très sérieux, et qui sont très centrés sur les chiffres et la gestion, et beaucoup de préoccupations opérationnelles, il y a quelque chose qui se passe, qui ouvre et qui va permettre de commencer à poser des questions, à intégrer un exercice où tout simplement on respire ensemble, ou par petites touches, faire des choses qui touchent les personnes. Donc on démultiplie les opportunités de découvrir des pratiques différentes. On ne fait pas de cours de pédagogie à qui que ce soit. Quand les personnes trouvent ça bien, ils reprennent, ils imitent, ils déploient. Quand ils trouvent ça pas bien, ils laissent de côté, on passe à autre chose et ça ne dérange personne. Donc c'est une démultiplication d'essais-erreurs. Et je commets beaucoup d'erreurs. Mais heureusement, je fais moins d'erreurs que je réussis des choses. Donc il faut quand même avoir une légitimité professionnelle pour avancer. Ensuite, un autre axe après l'expérimentation, c'est la formation des dirigeants. Donc j'interviens beaucoup sur la formation des dirigeants, y compris de nos propres clients. Et quand ils vivent eux-mêmes des situations particulières, ils sont ensuite demandeurs à notre réseau de faire des formations différentes. Donc il y a un effet de l'intérieur, la transformation de l'intérieur par le vivant, et puis de l'extérieur, on crée une attente, une demande pour avoir des approches un petit peu différentes. Après, je ne sais pas si ça transformera durablement le système, mais petit à petit, je vois des acteurs de l'innovation qui se mettent en place, qui agissent, qui prennent des initiatives, qui sont touchés, qui changent dans leur manière d'être et qui apportent des petites modifications. Et c'est comme un tableau pointilliste, des petits points partout, et puis au bout d'un moment, on voit le dessin global apparaître. Merci Denis. On a le temps pour deux questions. Stéphane d'abord, Stéphane Grimard, et ensuite Christophe. Je t'apporte le micro. Vas-y, oui, Stéphane. Oui, bonjour. Je suis là. Dans votre intervention, j'entends l'humain avec un grand H. Et vous êtes tourné vers l'autre, vers le comprendre. Et parmi nous, dans la salle, il y a beaucoup de professeurs, je pense. Et à des moments donnés dans notre parcours, nous avons tous été confrontés à la question, et vous avez tenu ces propos-là dans votre discours, d'apprendre à apprendre. Et c'est la première fois que je l'entends. D'accord ? Donc là, vous parlez d'éléments qui m'intéressent, pour le coup. Et ne croyez-vous pas, alors c'est ma question, qu'il serait nécessaire de comprendre comment nous fonctionnons, comment les gens apprennent à apprendre, avant même de transmettre et d'empiler des couches de savoir. Est-ce que j'entends ça quelque part dans votre intervention, dans la méthode ? Alors, en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que c'est parce que j'agis que j'ai appris. Donc, j'essaye d'inverser le paradigme pédagogique en disant « j'agis, puisque j'ai agi, j'ai fait des choses, et puisque j'ai fait des choses, j'ai appris ». Et là, il y a un temps de réflexivité pour qu'il y ait des ancrages qui opèrent. Et c'est dans ce sens-là, le plus possible, que les pédagogies du projet, les pédagogies de l'action, les pédagogies des défis que nous mettons en place touchent les personnes. Les 2000 personnes que nous recevons cet été dans notre université de l'innovation, c'est considérable. Et ça va de l'agent d'exécution au directeur général. C'est-à-dire que quand on accueille les personnes, on le fait à la méthode québécoise, on ne demande pas d'où vient la personne, on ne demande pas quel est son statut. Elle est juste là parce que le défi de l'eau qui concerne son village ou le défi du centre-ville qui est en désertification les concerne. Et donc, ils se mettent ensemble. Et on ne se pose pas la question de est-ce qu'on est en train d'apprendre à apprendre, mais ils le font. Et ils ne savent pas qu'ils vont réussir à le faire. Et c'est cette incertitude qui est passionnante. Alors, les Québécois anglophones m'avaient donné une expression « to be on the edge of learning ». Vous voyez, ils sont prêts à basculer d'un côté ou de l'autre. Et le fait, à un moment donné, de dépasser une incertitude et un flou fait qu'il y a un apprentissage, une fierté, un sentiment collectif qui fait qu'ensemble, on est plus fort. Vous voyez, vous connaissez le dicton, hein, seul on va plus loin, ensemble... non, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ben, le faire vivre à des gens, quand on arrive à le faire vivre à des gens, c'est juste génial. Et on n'a plus envie de revenir en arrière. On a dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Parce qu'on s'aperçoit que le collectif aide. Par contre, et là c'est difficile pour des dirigeants, c'est tout le temps de préparation. C'est-à-dire que tout le temps de préparation qui n'est pas du jour de face à face, moi ça me pose des problèmes. Quand je n'ai pas de feuille de
de signature des jours de formation en face à face. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Ils sont venus en atelier, ils ont préparé, et donc ça impacte le back-office et la gestion derrière et l'administration. Et puis, il y a un deuxième impact qui met en panique les gestionnaires chez moi, c'est qu'avant, vous aviez le prof et l'élève. Et là, si tout le monde est apprenant, alors tout le monde doit être payé ou tout le monde doit payer la formation? Enfin, vous voyez, il y a une variable économique qu'on cherche encore. Mais on voit bien que cette horizontalisation-là, elle pose des questions absolument fascinantes, mais elle libère aussi un potentiel d'action dont je pense que nous avons besoin, en tout cas pour nos territoires. Merci Denis. Une toute dernière question et ensuite il faudra aller vers les ateliers. Christophe Delmure. Oui, merci. Dans un contexte qui est mouvant, puisque c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui, où effectivement on est plutôt dans la situation peut-être du millefeuille qu'on écrase, est-ce qu'aujourd'hui, j'entends bien et je partage complètement la communauté d'apprentissage, l'environnement capacitant, mais est-ce que vous avez des ressources sur un management capacitant? Parce que je pense qu'il y a une tension qui est un enjeu fort en termes managériels, et on est tous des managers ici, où effectivement c'est d'amener les équipes dans cette capacité à se projeter dans un environnement qui n'est pas forcément hyper sécurisant toujours. Alors, je ne vous ai pas parlé du volet de notre offre, mais on a une offre très large. On a une quarantaine de MOOC qui permettent de développer des tas de connaissances. Sur le management capacitant, on travaille beaucoup sur des itinéraires pour directeurs généraux basés sur la facilitation d'intelligence collective. Et là, c'est très étonnant parce qu'en France, c'est quand même pas habituel. On travaille beaucoup sur le corps. On travaille beaucoup sur le développement de son corps. Quand on voit comment le corps est traité dans l'enseignement ou l'enseignement supérieur, c'est pas banal. Et quand ils perçoivent tout le potentiel qu'il y a dans leur corps, il se passe des choses et des découvertes qui sont assez puissantes. Donc on travaille là-dessus. On travaille beaucoup sous forme d'ateliers. On n'appelle pas ça formation, pas tout le temps. Les dirigeants, ils n'aiment pas qu'on les envoie entre guillemets en formation. Donc c'est des ateliers. On les met en situation de co-construire, c'est-à-dire qu'on utilise à haute dose toutes les méthodes de co-conception par le design. Et vous connaissez la graduation pour la maîtrise d'usage. Au départ, on ignore l'apprenant, on dit tu vas recevoir le cours. Après, vaguement, on l'informe et on lui dit voilà ce qui va se passer. De temps en temps, on fait un peu de concertation. Et le quatrième niveau, c'est qu'on l'habilite. On dit tu es l'habitant de cet appartement, tu dois savoir comment on vit dedans. Et donc, c'est ce qu'on fait pour nos stages. Donc, on les associe le plus largement possible et il se produit quelque chose de différent quand on associe les gens. Ils s'engagent. On construit de la motivation intrinsèque parce qu'ils ont construit ces motivations. Donc on fait vivre ça à des dirigeants et ils commencent à changer leur prisme par rapport à comment on apprend. Merci beaucoup Denis. Denis Christol, ou l'art de concilier projet de vie et projet professionnel. On peut l'applaudir.